bienvenue à cet atelier Squad sur le Conditional Access dans Entra-ID. Alors, nouveauté, on démarre depuis aujourd'hui une série de meet-up, donc ça va être des ateliers mensuels qui vont adresser des sujets techniques. Donc ça, c'est des choses qu'on fait habituellement en interne chez Synapsys, donc c'est pensé par nous techniques, donc les membres de la squad cloud au sein de Synapsys. Donc c'est une nouveauté. Le but, c'est de faire participer à la fois de l'interne et de l'externe pour que vous puissiez voir ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut fonctionner sur certains aspects très techniques. Et donc celui d'aujourd'hui, c'est le Conditional Access dans Entra-ID. Les prochains qui vont arriver, ça va être la découverte d'autopilote, ce sera le 2 octobre. On va avoir un atelier aussi sur Kubernetes qui va être le 16 octobre. Et puis on va avoir quelques tables rondes. Alors ça, par contre, c'est un petit peu différent. C'est pas, ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est des sujets un peu plus précis. Et surtout, c'est quasiment que de l'externe. C'est sur DevSecOps et sur le passage à l'échelle de projets IT quand on a des débordements et pour voir comment est-ce qu'on fait pour passer à des infrastructures et des organisations beaucoup plus grandes. Je vais te laisser, Nathalie, si tu as des points supplémentaires. Non, tout à fait. Effectivement, on a une belle programmation et on va vous passer les liens dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire aux événements qui vous concernent. Donc voilà, donc nouveauté, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur la fin de la présentation, voir si ça vous intéresse tous. Et donc pour parler de Synapsys, donc Synapsys c'est d'une société qui a un petit peu plus de 10 années, on est une très grosse centaine, on est à peu près 180 consultants, et on est implanté pas mal en France. Le Nord avec Lille, Paris, là où on est actuellement, vous voyez nos superbes locaux, et à Lyon, et beaucoup plus loin en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et donc on a une soixantaine de clients, et on est surtout organisé en 4 grandes squads que je vais laisser Philippe présenter. Merci Sylvain. Donc effectivement, les squads chez Synapsys sont répartis sur 4 squads, une partie Digital Workplace, une partie DevOps, une autre transformation DSI et une autre Cloud qui est donc l'objet de notre atelier du jour. Donc les squads chez Synapsys, c'est avant tout un collectif. Un collectif animé par les consultants sur des sujets techniques. Et ces ateliers, c'est juste agrandir. Excusez-moi, on vous demandera peut-être juste de couper les micros. Oui, tu peux y aller. Donc, les différents rôles au sein des squads, c'est d'animer des ateliers techniques comme vous allez pouvoir le voir aujourd'hui, réaliser une veille technologique, développer aussi des projets internes, accompagner les consultants via les référents techniques. Avec Sylvain, nous sommes aussi des référents techniques pour faire évoluer donc les consultants, contribuer au business et au recrutement au sein de la structure, enrichir le catalogue des offres. Voilà. Donc, alors, on a des activités variées au sein de la squad, ça permet d'avoir un peu de tout. Exactement. Et Nathalie, si tu as un point en plus, je te laisse la main. Non, c'était très clair, effectivement. Non, c'était parfait. Parfait. Alors, on va pouvoir passer à la partie, cette fois-ci, atelier technique. Donc, Romain, je vais te laisser prendre la présentation et prendre la main. Voilà, je te laisse la main. Alors, c'est parti, je prends la main. Dites-moi si vous voyez la présentation. Alors, pour le moment, moi, je vois rien. Non plus. Ok. Ça va peut-être venir. Ah, ça y est, ça arrive. C'est bon. C'est en train de charger de ce que je vois. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? Ouais. Ouais. Vous la voyez en plein écran? Ouais. Oui. Ok. Eh ben super. Par contre, on est sur 3 minutes. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une petite latence, mais on va dire que ça va être rectifié le temps qu'il charge les slides. Donc enchanté, je me présente, Romain Machard, je fais partie de la Team Squad dédiée au cloud. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va faire un atelier qui est dédié au Conditional Access. Et ça va être une initiation pour ceux que ça intéresse, qui ont vu le sujet de loin et qui voudraient creuser un petit peu plus, et pourquoi pas l'implémenter dans son entreprise ou chez le client. Donc, dans les grandes lignes, on va d'abord présenter ce qu'est un Conditional Access. Alors, le Conditional Access, c'est un mécanisme de sécurité qui a été inventé par Microsoft lors de l'ouverture du Cloud Azure, qui est devenu maintenant Entra. Et ce mécanisme, il va nous
nous servir en fait à capter différents signaux. Donc les différents signaux, ils vont être ensuite interprétés pour déterminer si oui ou non on va autoriser une action. C'est pour ça qu'on parle du principe de si, alors, une action est déclenchée. Donc là, vous pouvez voir, il y a un petit schéma récapitulatif. On va voir un peu plus en détail après les signaux dont on parle. Mais quand on regarde ici la partie signal, on va voir que c'est tout ce qui est réceptionné par les conditional access. Donc on va voir la partie utilisateur, applicatif, la partie device. On va ensuite arriver, une fois que les signaux sont capturés, ils vont en fait aller dans une autre phase du moteur qui va en fait déterminer quel accès on va autoriser et comment. Et en fait, une fois que l'action est effectuée, on va accéder donc à l'application ou aux data initialement demandées lorsqu'on a voulu s'authentifier. Donc ça, c'est vraiment dans les grandes lignes avec le petit schéma de principe. On va voir un peu plus en détail pourquoi en fait on utilise aujourd'hui un conditional access et pourquoi ça fait surtout aujourd'hui partie intégrante de la majeure partie des infrastructures dites zero trust, c'est le grand mot à la mode. Et on a plusieurs raisons. La première, ça va être la diversité des scénarios qui peuvent s'appliquer avec les conditional access et surtout par rapport à l'autorisation ou au blocage de l'accès à des ressources. Comme je vous le disais précédemment, on a vraiment plusieurs types de signaux qui vont être capturés par le conditional access qui sont l'utilisateur et son emplacement, les groupes d'utilisateurs, les applications, les appareils et ce qu'on appelle risque en temps réel. Ça, c'est une brique qui est aujourd'hui accessible si on utilise la feature qui s'appelle Identity Protection. C'est-à-dire qu'on va être capable en fait de donner un accès ou de le refuser en fonction de l'évaluation du risque de l'utilisateur. Si un utilisateur a des comportements un peu particuliers dans son mode d'authentification sur le portail Azure, par exemple, il va être défini comme un risque et on a possibilité de capter cette information dans le conditional access pour le bloquer parce qu'on considère qu'il a une connectivité qui est un peu hasardeuse et qui fait qu'on ne veut pas l'autoriser sur les ressources de notre OSI. Donc ça, voilà, c'est la première chose qu'on fait avec le conditional access, autoriser ou bloquer des accès à des ressources, mais pas que. On va pouvoir en même temps autoriser ou bloquer des accès et on va pouvoir aussi forcer une méthode d'authentification. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire, bah voilà, pour tel groupe d'utilisateurs qui veulent accéder à Office 365, je veux qu'ils fassent absolument du MFA ou utiliser une clé FIDO, par exemple. Ensuite, ça va nous permettre de sécuriser des actions au sein de Entra et M365. Quand j'entends sécuriser des actions, ça va être la possibilité en fait de lier des actions qu'on fait sur Entra, par exemple créer un conditional access. On va pouvoir déterminer en gros comment les utilisateurs vont pouvoir créer ce conditional access là, c'est-à-dire que on aura un conditional access qui dira voilà, si un utilisateur veut créer un conditional access, il faut qu'il ait du MFA, il faut qu'il ait un device qui soit compliant avec ce qui est attendu par l'entreprise et plein d'autres choses. Ça peut être par exemple aussi autoriser ou refuser un rang JP et ainsi de suite. Ça peut s'appliquer aussi à des actions qu'on peut bloquer ou autoriser, comme par exemple l'élévation de privilèges avec PIM. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. PIM, ça nous permet de faire de l'élévation de privilèges dans Azure pour devenir global admin, par exemple, pendant 4 heures. Et ben avec les conditional access, on va être capable de sécuriser cette élévation de privilèges. Pareil, en disant, bon, bah, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton pour activer ce privilège-là, il nous faut absolument vérifier qu'il soit authentifié avec du MFA. Si ce n'est pas le cas, on va lui demander de faire du MFA, enfin lui demander. Et il faut aussi, par exemple, qu'il ait un device compliant et qu'il vienne d'un range JP qu'on connaît. Enfin, le dernier point, c'est le contrôle des sessions utilisateurs. On est capable de dire que lorsqu'un utilisateur est logué, par exemple, sur le portail Azure, on veut que sa session dure, par exemple, 2 heures, et ensuite il sera déconnecté, il sera obligé de se réauthentifier pour continuer ses actions, ou alors tout simplement de rendre une session persistante. Donc là, à ce moment-là, à partir du moment où il est logué, sa session est persistante jusqu'à temps que lui se déconnecte de lui-même. Donc ça, voilà, c'est les différents cas d'usage et pourquoi on va utiliser un conditional access au sein d'une infrastructure Entra. Et on passe après aux bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques, ça va être surtout lorsqu'on va créer un conditional access. Dans un premier temps, comme beaucoup de choses, ça va être une convention de nommage, parce que dans la majeure partie des entreprises, on va se retrouver avec énormément de conditional access qui auront des rôles très différents. Donc la convention de nommage, elle va être là pour nous aider déjà à s'y retrouver juste en lisant le titre du conditional access pour savoir ce qu'il fait, tout simplement. Ensuite, il faut analyser les conditional access existants.
tout simplement parce qu'on peut avoir des cascades de scénarios qui s'effectuent avec les différents conditional access qui sont présents et les nouveaux qu'on va créer. Donc, ça peut créer des comportements indésirables. Ça peut créer aussi un dysfonctionnement du comportement qu'on attend avec ce nouveau conditional access. Donc, il faut bien étudier ce qu'on a déjà en prod avant de se dire, bon, je fais un nouveau conditional access et je verrai après. Il y en a peut-être qui peuvent être modifiés sans en créer un nouveau. Voilà, en tout cas, il est super important de regarder ce qui est déjà existant. Ensuite, lorsque vous avez créé votre conditional access, le point aussi qui est important, c'est surtout si c'est un conditional access qui est censé targeter tous les utilisateurs du tenant Entra par exemple, on ne va pas faire tout de suite directement le targeting sur l'ensemble des utilisateurs, on va partir sur une faible population, un petit groupe pilote ou pourquoi pas ne serait-ce qu'un utilisateur pour déjà valider le bon fonctionnement avec ce petit groupe de population. Ensuite, il y a un outil qui s'appelle le What If, qui est très intéressant. À partir du moment où on a créé son conditional access, on va pouvoir en fait déterminer si oui ou non ce conditional access s'applique bien aux utilisateurs qu'on a ciblés. Et ensuite, on a un autre outil qui nous permet justement de ne pas faire de catastrophe en prod, notamment quand on fait des gros changements pour l'ensemble des utilisateurs du tenant. C'est ce qui s'appelle le mode report only. Le mode report only, il va être là pour en gros capturer les logs de signing de chaque utilisateur du tenant et il va pouvoir nous faire un rapport si oui ou non le conditional access se serait correctement appliqué pour chaque utilisateur. Si ça s'est correctement appliqué, si la simulation est OK, on aura un retour qui nous dira dans les logs report only success ou report only par exemple failure avec le motif de pourquoi en fait ça a échoué. Dernière chose importante, avant de lancer la démo et vraiment de rentrer dans le vif du sujet de manière pratique, il y a les prérequis, évidemment. Vous voyez, ils ne sont pas très nombreux. Donc, il nous faut au minimum de la licence P1 pour pouvoir interagir avec les conditional access. Et si on veut lier la brique conditional access avec la feature information protection, qui pour le rappel est là pour en fait faire une évaluation de risque des connexions utilisateurs sur le tenant, il nous faut une licence P2. Voilà, aujourd'hui, les seuls prérequis qu'on doit avoir, avec évidemment, mais je ne pense pas avoir besoin de le rajouter, les droits adéquats sur le tenant Entra, à savoir soit Conditional Access Administrator, soit Security Administrator, ou Global Admin pour pouvoir gérer donc la partie Conditional Access. Donc, on va passer à la démo. Donc là, je vais vous partager mon écran, ça sera beaucoup plus simple. Hop, vous me dites si vous voyez bien l'écran. C'est en train de charger pour le moment. Ouais, c'est bon. C'est bon, vous voyez? Ok, super. Donc là, je me suis connecté avec ma session d'administrateur, d'accord? Et donc, le but de la démo, ça va être de vous montrer en pratique comment on crée un conditional access, ce qu'on y trouve, et on va ensuite faire le lien avec ce que je vous ai dit précédemment. Donc, quand on arrive dans le portail Entra, on peut taper directement Conditional Access et on arrive directement donc vers le lien qui nous amène au service approprié. Voilà. Une fois qu'on est dans ce service-là, on a une petite overview donc de ce qui se passe. On nous dit qu'aujourd'hui, il y a une policy qui est existante et qui est active et que par rapport aux logs de sign-in qui ont utilisé des conditional access, il y en a 2 dans les 7 jours qui ont été détectés. Voilà le genre d'informations qu'on peut retrouver. Et nous, ce qui nous intéressait davantage, ça va être vraiment la partie policies, où c'est ici qu'on va faire la création donc des nouveaux conditional access. Alors, comme vous pouvez le voir, pour anticiper et pas perdre de temps pour la démo, j'en ai déjà créé un. Donc, on va se servir de celui-ci pour vous expliquer les différentes étapes et retrouver vraiment les signaux dont on parlait tout à l'heure qui sont captés et interprétés par le conditional access. Première chose importante, quand on regarde cette vue-là, on a la policy name. Alors bon, moi, c'est ma convention de nommage à moi. J'imagine que des entreprises utilisent une complètement différente. Mais bon, voilà, celle-ci, elle est très perso, c'est un environnement de test. Mais voilà, ça me permet de savoir quel est le numéro de la conditional access. Ce que ça concerne, donc là, on voit que ça concerne du PIM avec ce qu'on appelle de l'authentication context et la cible de ce conditional access qui est le global admin. Info importante, on voit que l'état du conditional access, il est sur on, parce qu'on va le voir, il y a plusieurs états, il y a on, off et report only. Voilà ce qui se passe quand on crée un nouveau conditional access. On a donc le champ name qu'il faut éventuellement, qu'il faut remplir avec votre convention de nommage, bien sûr.
Et après, on retrouve donc les différents signaux que je vous ai montrés tout à l'heure, donc qui correspondent à la partie assignments du conditional access. On va retrouver, on va les faire un par un, la partie utilisateur. Donc, quand on clique dessus, on a un menu qui s'ouvre sur notre droite et qui va nous donner plusieurs possibilités. On a déjà la possibilité, comme on peut le voir, d'inclure et d'exclure des utilisateurs du conditional access. Nous, notre but dans le cadre de la démo, ça va être d'en inclure quelques-uns, d'accord? Donc pour cela, je vais dans Include et je sélectionne ensuite l'option qui me permet donc de sélectionner des utilisateurs ou des groupes. Quand on sélectionne cette option, on se rend compte qu'il y a des sous-options qui s'affichent. Donc on va être capable de targeter des utilisateurs ou des groupes. Donc là, on peut voir ci-dessous les utilisateurs que j'ai targetés pour le besoin de ma démo. Mais aussi, on peut targeter ce qu'on appelle des rôles. Donc les rôles, ça va être donc les rôles qui vont vous donner des privilèges au sein de Entra. Et donc on peut très bien, au lieu de cibler des utilisateurs ou des groupes, dire qu'on veut cibler par exemple tous les application administrateurs du tenant. Donc en fonction de votre besoin et de la manière dont est organisée votre tenante, vous allez pouvoir avoir l'option de targeter soit des rôles, soit des utilisateurs, ou soit des groupes. On a une autre partie qui nous permet aussi et qui est dédié à ça, de targeter des guests ou des external users avec différentes options. Voilà, toute la partie B2B, toute la partie user external users, si on ne veut pas de filtre sur la partie B2B guest number users. Donc, c'est quelque chose qui est assez flexible dans le targeting et qui nous permet de couvrir tous les cas d'usage qu'on pourrait avoir au sein de notre tenante. Ensuite, on a la partie target resources. Et c'est là que va intervenir la partie authentication context qu'on a vu dans le nom du conditional access. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que on pouvait utiliser les conditional access pour sécuriser des actions au sein de Entra. Et je vous ai parlé de la fameuse élévation de privilèges avec PIM. Donc c'est ici que ça va jouer. Dans Targeted Resources, on va avoir plusieurs choses. Dans notre cas à nous, quand on veut faire un lien avec un service, qui est aujourd'hui PIM, dans Entra, on va avoir la possibilité de linker notre conditional access à ce qu'on appelle un authentication context, que j'ai déjà créé précédemment, qui s'appelle PIM Global Admin. Je vais vous montrer après comment le créer, vous allez voir, c'est très simple. Une fois que mon authentication context est créé, donc quand je vais sélectionner authentication context ici, je vais le retrouver et j'ai plus qu'à le cocher. Mais bon, je vous montrerai plus en détail après. Là, je vous montre vraiment la vue globale de ce qu'on a signaux par signaux. Donc, on a l'authentication context pour faire des liens entre notre conditional access et un service. On a la partie Cloud Apps. Donc, la partie Cloud Apps, ça va être en fait là où on va pouvoir cibler soit toutes les applications cloud qui sont dans notre tenante, ou soit en sélectionner quelques-unes. Par exemple, si je veux faire un conditional access qui s'applique uniquement à l'admin portal Office 365, j'ai plus qu'à le cocher et après à valider pour que ça rentre ici. Voilà, donc après on a le choix, on peut mettre 2, 3, 4, 5, 6 apps, on en met autant qu'on veut, ou alors on peut même targeter toutes les applications cloud qui sont au sein de notre tenante. Ensuite, on a la partie User Actions. La partie User Actions, ça va être des conditional access qui vont être dédiés aujourd'hui, comme on peut le voir, la partie registration des devices et des security information qui sont aujourd'hui essentiels pour, par exemple, faire du MFA avec son téléphone portable. Donc, on peut créer des conditional access qui vont targeter une partie du tenant où on veut les forcer à faire donc de la registration d'un device et de la registration de security information dans le but de faire du MFA, par exemple. Enfin, la dernière partie qui est sortie que très récemment, c'est la partie Global Secure Access, excusez-moi, et qui, elle, va nous permettre de sélectionner un profil de trafic vers lequel on va pouvoir autoriser oui ou non si le trafic est autorisé. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle feature qui est sortie il y a quelques mois, qui était d'abord en preview. On voit que la partie conditional access l'est également. Et donc, c'est ce qui va nous permettre donc de gérer la manière dont les gens vont utiliser un trafic qui est établi avec du Global Secure Access. Je reviens sur mon authentication context pour le cadre de la démo. Et on a fait le tour sur tout ce qui est Target Resources. Ensuite, on a la partie Network. Donc, la partie Network, elle va nous permettre donc de cibler
des locations, donc des ranges IP ou même une seule IP qu'on va éventuellement autoriser ou bloquer dans cette stratégie. Donc, il y a plusieurs cas qui s'offrent à nous. Quand on va faire yes, on va avoir donc les différentes options qui s'affichent. Soit on va dire qu'on autorise tous les réseaux et toutes les localisations réseau. Soit on autorise que les réseaux trustés, parce qu'au sein de Entra, on peut définir des ranges IP qui sont trustés. Et à ce moment-là, quand on clique ici, il va aller chercher que les ranges IP qui sont dans dans nos réseaux trustés, qui sont dans Entra. Ensuite, on a la partie All Compliant Network Locations, qui, elle, s'adresse directement à du Global Secure Access. C'est pour ça que c'est grésé ici. C'est pas du tout en place dans mon environnement de démo. Ou alors, on va pouvoir directement sélectionner des ranges IP qui nous intéressent pour pouvoir vraiment targeter finement plusieurs ranges IP qui nous intéressent, mais qui ne sont pas forcément dans les Trusted Network Locations de Entra. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le targeting. On cible la population qui doit être impactée, je dirais, par le conditional access. Une fois qu'on a ciblé la population, on va avoir donc qu'est-ce qu'on va gérer avec ce conditional access? Est-ce qu'on veut gérer un lien avec un service Entra? Est-ce qu'on veut gérer des cloud apps? Est-ce qu'on veut gérer une action utilisateur? Est-ce qu'on veut gérer une connexion globale Secure Access? Lui, je vais en mettre sur nous, d'ailleurs. Et ensuite, on va définir les conditions qui vont être évaluées pour autoriser ou bloquer donc l'accès à ce qui est demandé par l'utilisateur. Donc, en fait, quand on regarde dans les conditions, on voit qu'il y en a quelques-unes. Les premières qui s'affichent ici, User Risk et Sign-in Risk, c'est en fait ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la possibilité de linker notre Conditional Access avec Information Protection pour en fait définir la criticité d'un utilisateur en fonction de ces événements de connexion. Et donc, on va pouvoir dire, par exemple, que si un utilisateur a un risque élevé, on va pouvoir le targeter et par la suite, dans le grand contrôle qu'on verra juste après, on va pouvoir dire tous les gens qui ont un risque élevé, je veux les bloquer pour se connecter aux tenantes ou pour se connecter à une application spécifique. Donc, la partie user risk et la partie sign-in risk, elle est excusez-moi, elle est vraiment là elle est vraiment partie intégrante d'Information Protection. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui nécessitent la licence P2 si vous voulez lier vos utilisateurs. Par exemple, souvent les utilisateurs administrateurs, ils ont une licence P2. Vous pouvez faire un conditional access qui leur est dédié pour dire, voilà, tous les administrateurs qui ont un sign-in risk ou qui ont été évalués comme utilisateurs à risque par Information Protection doivent être bloqués. Parce qu'on n'est pas sûr, on peut se dire qu'il y a éventuellement eu compromission et ainsi de suite. Et donc, on préfère les bloquer tout de suite au lieu de les autoriser à se connecter sur notre tenante. Ensuite, on va avoir la partie Device Platform. Donc, la partie Device Platform, c'est là où on va pouvoir targeter les plateformes qui sont concernées par ce Conditional Access. Donc, vous voyez, il y a toutes les plateformes possibles et imaginables. Pareil, qu'on peut inclure ou exclure de notre Conditional Access. Dans le cadre de notre démo, je suis sur du Windows, j'ai targeté du Windows. La partie Location, donc, ici, c'est la partie dont je vous parlais tout à l'heure, où là, on va pouvoir donc indiquer si oui ou non on veut autoriser uniquement des réseaux trustés ou si on veut utiliser toutes les localisations réseau qui existent. La partie Client Apps. Donc, la partie Client Apps, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir dire, en gros, au Conditional Access, voilà, je veux que les utilisateurs qui se connectent, par exemple, sur Outlook, puissent se connecter, mais uniquement depuis le mobile apps ou depuis le client lourd sur sa machine, et je veux pas qu'ils puissent y accéder via le navigateur Internet. Voilà les possibilités que nous donne la partie Client Apps. C'est une manière de dire, j'autorise les utilisateurs à utiliser le client lourd plus le browser Internet ou à utiliser que le client lourd, par exemple. On a une partie qui est importante ici et que vous verrez sûrement si vous commencez à mettre le nez dans les conditional access et notamment sur la partie sécurité. Ça va être la brique en ce qui concerne la Legacy Authentication. La Legacy Authentication, ça va être tout simplement donc les clients qui vont être utilisés pour se connecter à une application, qui sont jugés comme legacy, comme anciens,
et qui aujourd'hui devrait être bloqué car voilà, beaucoup moins sécurisé par rapport à ce qu'on appelle les modernes hot. Mais on a toujours le choix de les activer ou non. Voilà, si on autorise par exemple un client avec son téléphone mobile à faire une connexion avec de l'ActiveSync, il n'y a pas de problème. On peut toujours le faire. Pour l'instant, ce n'est pas bloqué. Mais sachez que c'est considéré comme legacy et qu'il faut s'en débarrasser au plus vite. Ensuite, on va avoir la partie Filter for Devices. Donc, la partie Filter for Devices, elle va être là tout simplement pour filtrer la partie device. Donc, en général, ça va être le téléphone portable ou la workstation de l'utilisateur. On va être capable de dire, voilà, par exemple, toutes les machines qui commencent par fr-quelque chose sont autorisées ou bloquées par le conditional access. L'authentication flow, alors je vais en parler brièvement, pareil, ça arrivé récemment. Ça va être la possibilité en fait de transférer le flux d'authentification entre par exemple un utilisateur qui va utiliser Office 365 sur son téléphone portable. On est maintenant capable de transférer son authentification via le conditional access sur le client au lourd qui est sur sa workstation. Voilà aujourd'hui à quoi sert l'authentication flow, qui a du mal à charger par ailleurs. Je crois qu'il a bugué. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Ouais, parce que je vois que ça a bugué. Il y a Entra là qui n'a pas aimé que j'aille dans la partie Authentication Flow. T'appelais Jérôme Bonaldi, c'est pour ça, hein, t'inquiète pas. Bon, au moins, on voit que c'est en version preview parce que même d'accéder au menu, on voit que ça pose problème. Mais voilà, en gros, c'était pour vous montrer à quoi ça servait dans les grandes lignes. Désolé, je suis obligé du coup de me réauthentifier. Alors, on y retourne. Voilà. Alors, donc là, on a vu les différentes conditions qu'on pouvait appliquer à notre conditional access. Et maintenant, on va aller dans la partie access control. C'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir gérer les sessions et qu'on va pouvoir gérer si oui ou non on accepte la population qui a été ciblée en fonction donc de ce qu'on a configuré au-dessus. Donc ici, on voit la possibilité de bloquer ou d'autoriser, et c'est là qu'on va aussi pouvoir forcer quel type d'authentification on veut. Là, par exemple, j'ai dit que la personne qui va faire une élévation de privilège en Global Admin avec PIM aura obligation de s'être authentifié en MFA. Si ce n'est pas le cas, le MFA sera demandé avant de faire l'élévation de privilège. Alors, on a cette brique-là qui est utilisable pour faire du MFA. Ça nous permet en fait d'activer n'importe quel type de MFA. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, on a maintenant la partie Require Authentication Strength, qui est en fait la possibilité de dire qu'on veut du MFA, mais quel type de MFA on veut. C'est-à-dire qu'on va du moins résistant au plus résistant. C'est-à-dire que le plus résistant va être, comme je vous le disais précédemment, la clé FIDO, et le moins résistant va être le plus classique, où on va taper un password et avoir un SMS pour faire sa double tente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. On a une granularité même dans la partie MFA, parce que en fonction de comment va être équipé les end-users de votre société, en fonction de la criticité des ressources auxquelles vous allez vouloir accéder, il y a des fois, on va se dire, par exemple, pour cette ressource-là, c'est ultra touchy, je veux absolument que ça soit du FIDO parce que c'est qu'une certaine population d'admins qui s'y connectent qui ont une clé, donc je veux que ça soit que du FIDO. Voilà donc la possibilité qu'on a par rapport au MFA quand on autorise un accès, mais on n'a pas que ça. On a aussi toute une partie qui concerne le device. On va pouvoir dire qu'on veut un device qui soit compliant, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez un device qui est enregistré dans Entra et aussi dans Intune, on a la possibilité donc de définir des règles de compliance.
Et si le device n'est pas marqué comme compliant et que cette case est cochée, l'utilisateur ne pourra pas se connecter. On a aussi des exigences par rapport à la manière dont le device il est joint à notre entreprise. Donc là, on peut le forcer à ce que ce soit de l'hybride joint device, c'est-à-dire un environnement où on a un Active Directory on-prem et de l'Entra. Et ensuite, après, on a aussi d'autres options qui nous permettent justement de gérer les contrôles qu'on fait directement sur la partie client pour autoriser ou non la connexion. Dernière chose importante, on peut soit exiger l'ensemble de ce qu'on a coché, ou soit l'un des ensembles qu'on a coché. Ça, voilà, ça va être en fonction de votre besoin. On n'est pas obligé de tout cocher et d'exiger tout ce qui a été coché. On peut se dire que j'en veux qu'un de la liste ou je les veux tous. C'est granulaire. Excusez-moi. Alors, maintenant qu'on a vu la partie Grant, donc la section contrôle, on va finir juste par la partie session dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on va avoir plusieurs choix. On va avoir donc le choix d'avoir une sign-in frequency. Donc c'est là qu'on va dire en fait que les utilisateurs qui vont avoir cette stratégie d'appliquer vont par exemple devoir se reconnecter toutes les 2 heures, tous les 2 jours, voilà, donc en fonction de ce que vous voulez comme stratégie pour le sign-in. Et ensuite, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, mais qui est un peu plus complexe, qui fera donc sujet, pourquoi pas, d'un autre atelier, parce que les conditional access, on peut en parler longtemps. C'est la partie conditional access app control. Et cette partie-là, une fois qu'elle est paramétrée, elle va nous permettre de bloquer ou d'autoriser des actions au sein même d'une application. Je vous donne un exemple concret. Vous allez utiliser Teams. Vous avez donc des fichiers qui sont labellisés avec du Purview et ils sont labellisés comme critiques et vous ne voulez pas que ces fichiers-là soient uploadés dans un espace Teams, même un espace SharePoint tout simplement. Et bien, on va pouvoir interdire l'upload de tous les fichiers qui sont labellisés critiques à l'aide du Conditional Access App Control. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous allez pouvoir aussi bloquer une catégorie d'utilisateurs. Vous allez pouvoir dire que bah, voilà, tel groupe de personnes, je ne veux pas qu'ils fassent des uploads sur Teams. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, on va pouvoir interagir avec les Conditional Access au sein d'une session d'un utilisateur quand il est sur Teams, SharePoint ou un autre outil de la suite Office 365. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça parce que comme je vous le disais, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites avec les conditional access et qui sont très intéressantes. Mais voilà, c'était pour vous présenter dans les grandes lignes comment on paramètre un conditional access. On va revenir dans notre use case à nous pour la démo. Donc, le lien entre PIM, Privilege Identity Management, et notre conditional access. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai créé un authentication context. Et l'authentication context, on va le retrouver ici. C'est-à-dire que quand on va dans Conditional Access, Manage, on va arriver ici. Et c'est ici qu'on va pouvoir les créer. Quand je vais dans l'onglet Authentication Context, on revoit en fait ce que j'ai mis tout à l'heure dans le Conditional Access, le PIM-Global Admin. Donc ça, il n'y a pas plus simple. Je vais vous montrer. Blabla. Je veux le créer. On peut mettre une petite description. Le Publish to Apps, c'est pour déterminer si oui ou non on veut que cet Authentication Context il soit aussi disponible dans les applications de la suite Office 365, s'il doit être disponible dans du SharePoint, par exemple. On décide de le publier. Et après, on a aussi l'occasion de lui donner un ID. Voilà, celui de votre choix, C2 jusqu'à, bon, il y en a une palanquée. Et donc ça, c'est au cas où vous voulez lui donner un petit ID et vous en souvenir, parce que quand on en a beaucoup, ça peut être plus pratique, ça dépend des cas, ou ça peut être aussi pratique dans le cas où on va gérer tout par script. Et là, les ID sont importants parce que c'est quand même plus simple que des noms, certains noms qui contiennent des espaces et ainsi de suite. Donc là, je fais ma petite sauvegarde et on voit mon super authentication context blabla qui s'affiche ici. Je retourne dans mes conditional access parce que je me dis, bon, bah, maintenant que j'ai mon authentication context, je veux le lier à mon conditional access. Et donc, ici, je sélectionne Authentication Context. Et tout à l'heure, on ne le voyait pas, mais maintenant, on le voit. On a mon fameux Authentication Context qui vient d'arriver et que je peux décider de cocher.
Bon, là, j'en ai pas besoin. Celui qui m'intéresse, c'est vraiment celui qui est ici. Donc là, j'ai fait le lien entre l'authentication context et le conditional access. Maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais comment je fais le lien entre PIM, le service Entra, et ce conditional access-là? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais directement dans PIM. Et une fois que je suis dans PIM, je vais aller du côté des rôles qui sont intégrés à Entra. Et c'est là que je vais pouvoir paramétrer le lien entre le rôle global admin et mon conditional access. Il met un petit peu de temps à charger visiblement, mais il va y arriver. Voilà. Donc nous, le rôle qui nous intéresse, c'est global admin. Ça, c'est vraiment un cas concret qui, malheureusement, je ne vois pas assez dans les entreprises pour sécuriser les évaluations de privilèges et surtout pour les global admin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut rapidement intégrer au sein d'une société. Un quick win qui nécessite quand même peu de travail en amont parce que les global admin, normalement, il n'y en a pas énormément et c'est vraiment une sécurité supplémentaire pour cette partie de la population d'Entra. Donc, une fois que je suis allé dans mon rôle global administrateur, on a ce qu'on appelle ici les role settings que je vais éditer. Et ici, on a plusieurs choses. On voit qu'il est écrit on activation, require, rien du tout. On peut quand même lui dire que j'ai envie d'avoir du MFA, mais aussi on peut lui dire, et c'est à ce moment-là qu'intervient l'authentication context, vous l'avez compris, on sélectionne l'authentication context qui est lié à notre conditional access pour que PIM, lors d'une élévation de privilège en global admin, aille directement chercher la stratégie à appliquer pour cette élévation de privilège. Et donc après, ce qui est génial, c'est que ça nous laisse la porte ouverte à énormément de scénarios possibles. Le plus courant pour les élévations de privilèges, ça va être de faire un requirement au niveau du MFA, évidemment. Après le type que vous voulez, hein, si tous vos admins ont du FIDO, vous allez pouvoir donc exiger du FIDO. Mais sinon, on peut autoriser déjà du MFA, n'importe lequel, et aussi dire que je veux que le global admin qui fasse l'élévation de privilèges pour les global admin, elle soit faite depuis un poste qui est compliant, par exemple. Comme ça sécurise vraiment cette partie-là. Même en cas de compromission de compte, par exemple, si quelqu'un veut utiliser ce compte-là pour être global admin via PIM, eh ben, il ne sera pas sur votre device qui, lui, est compliant avec l'entreprise, donc il aura un refus, même s'il veut faire son élévation de privilège et qu'il a eu le mot de passe de votre compte. Donc, c'est quand même extrêmement important et je le vois, j'insiste, je le vois vraiment pas assez dans les entreprises et c'est une brique de sécurité qui est géniale, surtout pour les rôles à fort privilège comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait le lien avec notre conditional access et comment ça se traduit d'un côté end user. Donc, côté end user, on va le voir, ça se traduit de cette manière-là. Donc là, j'ai switché, je suis avec mon super utilisateur Alex Wilber, Microsoft a mis une très belle photo. Hein. Je suis sur un tenant de dev, hein. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, sachez que c'est gratuit. Si vous voulez vous entraîner au conditional access ou à d'autres features, Microsoft propose un programme qui est gratuit, qui vous permet de créer un tenant avec des utilisateurs qui ont une licence EMS5, donc extrêmement élevée avec toutes les features possibles et imaginables, et qui vous permettent éventuellement de faire un environnement de démo. Petite parenthèse. Donc, je suis sur mon profil utilisateur final, j'ai une action à faire, je me dis, bah tiens, il va falloir que je passe Global Admin pour faire cette action-là. Donc, je vais dans PIM, My Role, et à ce moment-là, je vois que je suis éligible au rôle Global Administrateur. J'appuie sur Activate, et là, on a la partie, je ne sais pas si vous avez vu, Validating Request. Il a chargé un peu, et là, il me dit, hop, il me dit qu'en gros, il y a un Conditional Access qui est activé, et que donc, cette élévation de privilèges requiert des étapes de vérification additionnelles. Voilà, tout simplement. Donc, c'est là qu'on voit que le lien avec le Conditional Access, il est fait, parce que sinon, vous n'avez absolument rien qui s'affiche ici. Et quand on clique, il me demande de me connecter en MFA. Donc, je me connecte en MFA. Et maintenant que j'ai autorisé ma connexion, mon élévation de privilège a bien fonctionné. Voilà, il me l'autorise.
Et là, j'ai plus qu'à activer mon rôle parce qu'il a fait les vérifications nécessaires qui me permettent de faire l'activation. Donc, c'est extrêmement puissant. Comme je vous le disais précédemment, on peut faire énormément de scénarios possibles. Sachez qu'il y a aussi d'autres services qui peuvent être combinés à du conditional access. Il n'y a pas que PIM. Et il y a même des actions qui peuvent être protégées par les conditional access, qui sont par exemple la création de conditional access, la suppression des conditional access et bien d'autres. Voilà, bon, ça met un petit peu de temps. On va attendre pour vous montrer que l'activation fonctionne correctement. Voilà, si je vais dans Active Assignments, on voit bien que je suis Global Admin et que donc mon élévation de privilège a marché, mais qu'en amont, il a fait la vérification de la stratégie que j'ai paramétrée tout à l'heure. Donc ça, extrêmement puissant. Je vous parlais aussi de quelque chose qui est important. C'était donc dans la partie Best Practice. On a vu tout à l'heure que dans les Best Practice, il y avait plusieurs choses. Il y avait donc pour les projets qui nécessitent de cibler beaucoup de personnes, il vaut mieux déjà cibler un petit périmètre. Bon, bah là, comme on l'a vu dans mon conditional access, il n'y a que 2 utilisateurs, donc on est plutôt bon. Mais après, je vous parle aussi de quelque chose qui nous permettait de tester le conditional access de plusieurs manières. On va voir ici, quand on est dans la liste des conditional access, la partie what if. La partie what if, elle nous permet de dire si oui ou non un utilisateur est concerné par un conditional access. Donc, quand on arrive ici, on va sélectionner notre utilisateur de test, Alex Wilber, qui est juste là. Voilà. Et on va lui dire que on veut voir si dans le cadre d'un authentication context, qui est le PIM Global Admin, le conditional access va bien s'appliquer à cet utilisateur. Donc là, j'ai sélectionné Alex Wilber, l'authentication context qui va bien. Et là, je fais what if. Et on voit bien que cette policy s'appliquera dans le use case convenu à mon utilisateur. Si vous avez plusieurs policies, vous avez même la possibilité de voir du coup toutes celles qui ne s'appliqueront pas. Donc c'est un outil qui est très puissant parce qu'il nous permet en un coup d'œil de voir si déjà notre stratégie elle a été bien paramétrée pour les utilisateurs qu'on a ciblés. Et il y a un petit rappel sur l'état de notre conditional access pour voir s'il est en off, s'il est en on ou s'il est en report only. Par rapport à la partie report only, donc je vous disais que ça nous permettait de simuler le conditional access, d'attraper les signaux en provenance de l'utilisateur pour voir si le conditional access, une fois actif, il s'appliquera avec succès ou si ça posera problème à l'utilisateur. Alors, pour l'activer, ce n'est pas compliqué. Hein, quand vous créez votre conditional access, on a ici donc les différentes options qui s'offrent à nous. Donc, soit on le met à off, à on, ou en report only. Une fois qu'il est créé en report only, quel que soit le conditional access que vous avez fait, pour aller voir la partie report only d'un conditional access, il faut aller dans les logs de signing. On va les voir tout de suite. J'en avais fait un précédemment pour gagner du temps parce que ça met un petit peu de temps parfois au niveau des logs à se générer, donc j'ai anticipé. Donc, quand vous allez dans la partie signing logs, on voit plusieurs choses. Je vais essayer de diminuer un peu ça. Ici, on a la partie conditional access. D'accord? Et tout à l'heure, quand j'avais mis donc un conditional access en rapport avec du sign-in et du MFA, j'avais mis du report only. Donc, ici, toute cette partie-là, c'est celle qui va nous intéresser. D'accord? Quand il y a une partie conditional access qui est en failure ou qui est en success, on clique sur le log de sign-in. Et là, on voit ici qu'il y a une partie qui s'appelle report only et qui va donc indiquer le conditional access qui est concerné. Donc ça, c'est celui que j'ai fait en amont pour être sûr qu'on ne perd pas trop de temps avec les générations des logs qui peuvent mettre beaucoup de temps sur mon environnement de dev. Et on voit quoi? On voit que le report only, il est passé avec succès. Les conditions d'authentification de mon utilisateur ont répondu à tout ce que j'ai demandé dans le conditional access. Et on peut même avoir le détail. On voit en gros ce qui a été analysé par le conditional access pour dire que c'est un succès et que si je l'active, il n'y aura pas de blocage côté end-user. Donc on voit qu'il a analysé l'utilisateur en question.
je vois qu'il a analysé l'application que j'avais mis, donc, qui était l'accès à l'Azure Portal. J'avais demandé à ce que ce soit une machine Windows 10. Et en grande contrôle, j'avais demandé à ce qu'il y ait du MFA qui soit fait. Donc, il m'a dit, en gros, ta simulation, elle fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que je peux appliquer largement ce conditional access à mon utilisateur. Par contre, dans le cas où j'ai un failure, où j'ai pas fait, par exemple, de MFA pour accéder à la ressource, où j'ai volontairement donc coupé le process d'authentification via le MFA, là, on voit que j'ai un failure. On regarde à nouveau le détail et on voit que donc tout a été correctement analysé, sauf la partie grande contrôle où je demande du MFA, où là, il me dit qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. Voilà, en gros, pour la partie analyse avant mise en prod, extrêmement important, le what if, le report only, et aussi targeter donc une faible partie des utilisateurs. Si la cible elle est vraiment immense, tout le tenant par exemple, il faut y aller par palier. Écoutez, j'en ai fini avec ma présentation. Si vous avez des questions, je suis bien évidemment là. J'espère que ça a été clair, que ça vous a intéressé et surtout vous avez compris ce que je vous ai montré. Donc, je me tiens prêt à vos différentes questions. Moi, j'ai une petite question. Oui. Concernant le conditional access, moi, je pensais que c'était associé avec Intune. Alors, Mais de ce que je comprends, ça peut être complètement décorrélé. On n'a pas forcément besoin d'Intune pour exactement. En utiliser fait, ça. on n'a pas besoin d'Intune pour utiliser les conditions d'access. Par contre, on a des nouvelles fonctionnalités qui s'offrent à nous dans le conditional access si on a Intune, et je pense notamment à la partie device compliance qui est gérée par Intune. Si on n'a pas Intune, effectivement, on n'aura pas ce contrôle qui pourra fonctionner au sein de notre conditional access. Mais en tout cas, Intune n'est pas du tout obligatoire. Ok. Merci. De rien. Une Bonjour. petite question aussi. Pardon. Bonjour. Allez-y. Ok. Moi, j'ai une toute petite question aussi. Je sais qu'à une période, au niveau des conditions d'access, il y avait une préco de Microsoft qui disait de créer un compte Brick-Glass pour pas justement se bloquer au niveau de toutes ces règles. Et j'entends à droite et à gauche où justement maintenant ils ont ce serait peut-être pas vraiment la préco. Donc je voulais savoir un petit peu votre avis, de savoir est-ce qu'il y a un compte Brick-Glass qui est exclu de toute cette règle pour pas se trouver embêté et qui est lié après avec un SOC pour bien surveiller les connexions de ce compte, ou alors effectivement il faut quand même mettre une règle pour ce compte-là. Alors, effectivement, la Microsoft, à partir du mois d'octobre, ils vont forcer le MFA. Ça va être en plusieurs paliers. Donc, il y a une première vague qui arrive fin 2024 à partir du 15 octobre, qui va concerner tous les utilisateurs qui vont se connecter au portail Azure, par exemple. En gros, ça sera surtout les administrateurs. Et malheureusement, pour les comptes de brise-glace sur lesquels aujourd'hui on évitait, par exemple, de mettre du MFA où on avait un mot de passe énorme comme ça, sous enveloppe, dans un coffre-fort, ça ne sera plus possible. Parce que si vous voulez, lors d'un gros crash de votre infra, utiliser ce compte-là, sans MFA, ça ne sera plus possible. Donc aujourd'hui, les recommandations qui sont données par Microsoft pour avoir un compte de brise-glace qui soit bien sécurisé, c'est tout simplement d'utiliser une clé FIDO. C'est aujourd'hui la meilleure recommandation qu'on peut faire pour ce type de compte parce qu'aujourd'hui, ils ne pourront plus être bypassés. Ça sera vraiment forcé et il n'y aura pas possibilité, même avec un conditional access, de faire le bypass de ce enforce de Microsoft. Je suis désolé, je ne vais pas monopoliser, parce que c'est les règles qui vont créer, là, c'est ça, les policy manage Microsoft, là? Oui, ils vont les faire à partir du mois d'octobre. Ils vont commencer à l'imposer et ça va gentiment avancer jusqu'à courant 2025 pour que justement le MFA soit imposé par tout le monde. Donc, on ne pourra pas y échapper. Et la meilleure manière donc d'avoir un compte à fort privilège de brise-glace, ça va être de lui donner une clé FIDO pour s'authentifier au cas où vous avez besoin. D'accord. Parce que j'avais vu qu'on pouvait la désactiver. Bon, c'est pas grave. Vous ne pourrez pas. Pour l'instant, en fait, à terme, ça sera forcé. D'accord.
Ok. Et donc au début, il va y avoir vraiment cette transition qui va être donc de quelques mois, où on va commencer à avoir les policies qui apparaissent dans le tenant. Et après, de toute façon, ça sera forcé quoi qu'il arrive. Et pour le bypass, malheureusement, le MFA il sera obligatoire à partir du moment où vous l'utilisez, par exemple, ce compte-là pour aller sur le portail Azure et faire du recovery d'un compte qui a été supprimé par mégarde ou peu importe. Ça n'échappera pas à un compte. C'était une très bonne question en tout cas, merci. Oui, donc bonjour. Moi, j'avais une question plutôt sur la partie opérationnelle. Vous aviez évoqué à un moment donné sur des périmètres restreints, maintenant sur des grands périmètres, d'un point de vue opérationnel, est-ce que c'est gérable d'envisager du conditional access pour rentrer dans du filtrage fin, comme vous l'avez évoqué là, hein, il y a quand même beaucoup de contexte derrière. Donc du coup, je ne sais pas si on arrive avec 5 10 000 utilisateurs, est-ce que le conditional access, d'un point de vue exploitation opérationnelle, est toujours envisageable? Et ma Bien sûr. deuxième question, peut-être que derrière, Microsoft met en avant aussi là, des solutions autour du security perimeter, etc., qui ressemblent beaucoup à ce que vous avez évoqué, conditional access, sans la partie authentification. Est-ce que c'est amené à remplacer, à fusionner? Alors pour répondre à votre première question, le conditional access, il est tout à fait capable de gérer une grosse volumétrie. Avant que d'ailleurs Microsoft force la politique de MFA qui est en train d'arriver dans la plupart des entreprises, on avait déjà conscience que le MFA, il était obligatoire si on voulait sécuriser davantage le SI. Et donc, il y avait déjà des policies qui permettaient donc de targeter un ensemble, par exemple, je vous dis une bêtise, mais de 5000 guests pour leur donner une policy, une stratégie d'authentification spécifique. Et puis de l'autre côté, une stratégie qui target donc tous les utilisateurs internes au tenant, qui peuvent être parfois de 10 000 ou 15 000 utilisateurs, voire plus, hein, et donc leur imposer une policy quand il s'agit vraiment d'une policy globale pour imposer quelque chose sur l'échelle de la société. Donc c'est tout à fait envisageable. La granularité est telle que on peut vraiment facilement targeter un grand scope comme un petit scope. Pour votre deuxième question, la partie security perimeter, c'est quoi que vous appelez security perimeter? C'est la partie global secure access, c'est ça? Non, c'est un module là qui s'appelle chez eux Network Security Perimeter, qu'on retrouve aussi chez AWS, mais sous la forme AWS Data Perimeter, justement, qui permet d'apporter de la granularité fine au niveau ressources, identité, network, etc. Alors après, peut-être que c'est l'évolution de leur produit qui va apporter du conditional access en intégrant peut-être le module Entra là, que vous avez évoqué, ou peut-être tout fusionner. Ça, je ne sais pas du tout. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les conditional access n'ont pas pour vocation de disparaître. Je pense que la technologie que vous citez, elle doit être différente et correspond peut-être à un use case particulier. Pour être honnête, j'en ai pas entendu parler à ce jour. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le conditional access, lui, a pour vocation de rester et de s'améliorer. On a encore vu qu'il y avait pas mal de petites choses qui étaient en preview aujourd'hui pour l'améliorer, aussi bien sur la granularité des contrôles que la sécurité. Et donc ça, c'est sûr que ça ne sera pas remplacé par une techno aujourd'hui, c'est une évidence. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois que non. Non. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je me permets, comme c'est effectivement le premier meet-up qu'on organise sur ce format-là, on vous a préparé juste un petit sondage, mais qui va durer vraiment 30 secondes pour avoir un peu votre feedback sur la manière dont ça s'est fait et puis les sujets potentiellement sur lesquels vous souhaiteriez qu'on aborde prochainement. Merci beaucoup pour votre présence. S'il y a d'autres questions, vous pouvez encore les poser. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Merci pour votre attention. Et j'espère à bientôt. Et merci Romain, Merci surtout. Romain. Merci. Merci. Ouais, merci. Merci à De tous. rien. Merci. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Bon appétit. Merci, au revoir. Bonne journée, bon appétit.